Séquence 1. Prendre conscience. Sujet 1. Quelles sont vos représentations sur la nature et le changement climatique ? La représentation de la nature à travers le temps. Nature versus culture. Alors dans la civilisation occidentale, le concept de nature est très ancien et on peut dire qu'il a un peu deux racines. Soit la nature est considérée comme le grand tout, l'ensemble des choses et du monde, soit la nature est considérée plutôt comme un processus, comme une vitalité, comme une façon bien spécifique qu'ont les vivants de se générer, mourir, se régénérer, etc. Dans cette longue histoire de la nature au sein de la culture occidentale, on peut remarquer deux points peut-être pas de rupture, mais en tout cas deux points de bifurcation. D'abord avec l'avènement des cultures judéo-chrétiennes, où on va avoir une séparation très franche entre les humains d'un côté et la nature de l'autre. Et puis un deuxième point historique important, c'est l'avènement de la science moderne au XVIIe siècle, avec l'idée non seulement que les humains sont séparés de la nature, mais dans une certaine mesure qu'ils lui sont supérieurs, que finalement le progrès humain va passer par une appropriation, une domestication, une mise au travail de la nature au bénéfice des êtres humains. À partir de ce moment-là, de plus en plus, la nature va être considérée finalement soit comme une ressource qu'il s'agit d'exploiter, de faire fructifier, soit comme une menace à travers des notions comme les animaux nuisibles qu'on va essayer d'éradiquer quand c'est possible ou en tout cas de contrôler au maximum. Ça instaure une perspective qu'on peut appeler utilitariste par rapport à la nature, une perspective où la nature est considérée en fonction de son utilité. On va progressivement, au cours du XVIIIe, XIXe siècle, intensifier l'emprise humaine sur la nature jusqu'à arriver à des problèmes évidents, des problèmes que l'on qualifie aujourd'hui de crise écologique ou d'effondrement de la biodiversité. Alors cette façon très intensive de transformer la nature va progressivement poser de plus en plus de problèmes. Et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle une crise de la biodiversité, dont on identifie au moins 5 causes. D'abord la surexploitation des ressources, ensuite la fragmentation, dégradation, disparition des habitats naturels à travers la transformation des usages, en particulier la conversion des milieux naturels vers des milieux agricoles, puis l'intensification de l'agriculture. Ensuite la pollution, toutes les pollutions de l'air, des sols, de l'eau, qui vont avoir un impact assez ravageur sur le monde vivant. La circulation, l'intensification de la circulation des espèces à travers la planète, qui vont faire que dans certains milieux arrivent des espèces qui n'ont jamais coévolué avec les espèces en présence, avec le milieu hôte, et qui peuvent créer des grands déséquilibres et parfois qui peuvent créer des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'invasion biologique. Et puis enfin, plus récemment, on considère également la façon dont les changements climatiques peuvent avoir un impact sur la nature et le monde vivant. Et il est fort probable dans les décennies qui viennent que les changements climatiques s'ajoutent aux causes précédentes comme une cause importante de dégradation du monde naturel. La représentation de la nature à travers le temps. La nature est un patrimoine. Donc dans cette histoire occidentale de la relation à la nature, on peut voir se mettre en place l'idée de la nature comme patrimoine. La nature est effectivement considérée comme une ressource, mais c'est une ressource qu'il s'agit de ne pas dilapider, vis-à-vis de laquelle on a une certaine responsabilité. Et donc il y a des systèmes qui vont se mettre en place de gestion durable des ressources. Ça se voit beaucoup au niveau de la foresterie, mais aussi autour de certaines autres ressources. Assez tôt, au XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle, on se rend compte aussi des liens ténus qu'il existe entre le climat et la nature. Et il y a des précurseurs un petit peu de ce qui vont être plus tard les lanceurs d'alerte sur le changement climatique. Donc on réalise à quel point, par exemple, certaines pratiques liées à la nature, comme le déboisement, peut avoir une influence sur le climat local avec une perturbation des régimes de précipitation, par exemple. Donc le lien entre la nature et le climat se fait assez tôt, mais on le pense de façon locale.
au cours du XXe siècle, on va élargir cette considération en montrant que les changements globaux qui affectent le climat vont avoir un impact sur les milieux à l'échelle locale comme à l'échelle globale. Au-delà de l'idée de la nature comme un patrimoine de ressources, va petit à petit émerger l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose comme un véritable patrimoine naturel, c'est-à-dire pas simplement des ressources dont il faut être les bons gestionnaires, mais vraiment un don, un bien que représente la nature, en particulier à travers certains paysages spectaculaires ou à travers certaines espèces particulièrement emblématiques, et qu'on aurait donc à préserver non pas les ressources naturelles mais aussi le patrimoine naturel lui-même. Alors cela va se traduire avec des mesures de protection réglementaires, soit centrées sur certaines espèces, soit centrées sur des paysages spectaculaires avec la création des premiers parcs et des premières réserves en Europe. Ce courant préservationniste, comme on l'appelle, va très vite être teinté d'un souci d'écologue, un souci lié à l'écologie scientifique, avec en particulier certaines conceptions de l'harmonie, des interactions entre les espèces, et avec un fort imaginaire de séparation entre des lieux très habités, très exploités que sont les villes, les zones agricoles, et puis d'autres sites qui méritent une protection extrêmement forte à travers, par exemple, des dispositifs comme les parcs nationaux où on va réguler de façon assez drastique le type d'activités humaines qui seront autorisées. La représentation de la nature à travers le temps, de la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Donc 18e, 19e siècle, début du 20e siècle et peut-être jusque dans les années 1960 à peu près, on a ces deux tendances. Une tendance qu'on va appeler ressourciste ou conservationniste, qui voit la nature comme un ensemble de ressources qu'il faut gérer de façon raisonnable. Et puis un pôle plutôt préservationniste qui voit la nature comme un patrimoine naturel qui a une valeur en soi, une valeur esthétique, spirituelle, morale, et qu'il s'agit de préserver, et notamment de préserver des perturbations humaines, des influences humaines. À la fin des années 80, et spécifiquement en 1986, on peut dater l'apparition de ce terme, émerge la notion de biodiversité. La notion de biodiversité est définie comme la diversité du vivant à tous ses niveaux d'organisation, qu'il s'agisse de la diversité des gènes, de la diversité des individus à l'intérieur d'une population, de la diversité des espèces ou de la diversité des écosystèmes et des paysages. Alors cette reformulation un petit peu de l'idée de nature autour de la notion de biodiversité va produire quelques transformations. Une première transformation, c'est qu'on va être moins dépendant d'une distinction stricte entre les humains et les autres qu'humains. En effet, dans la biodiversité, peuvent être intégrées des considérations pour la diversité des espèces au sein des paysages extrêmement anthropisés. Et d'autre part, une certaine scientifisation et technicisation des enjeux de connaissance et de gestion de la nature, avec l'apparition de sociétés savantes, de journaux scientifiques autour des sciences de la biodiversité, l'apparition d'une discipline qu'on appelle la biologie de la conservation, et puis une certaine professionnalisation de la gestion de la nature dans les aires protégées, entre autres. Dans les années 90, apparition de ce terme de biodiversité, et dans les années 2000, autour de ce terme de biodiversité vient se discuter une notion un peu barbare qui est celle de service écosystémique et qui désigne les bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement des écosystèmes. Dans cette approche assez utilitariste de la biodiversité, et notamment quand on se met de plus en plus à la considérer comme pourvoyeuse de services écosystémiques, se met en place une nouvelle forme de gestion qui relève un peu du pilotage. On a de plus en plus envie de faire appel à l'ingénierie, à une gestion active de cette capacité de la nature à délivrer un ensemble de bénéfices et de services écosystémiques. La représentation de la nature à travers le temps, la biodiversité.
Dans cette longue histoire occidentale d'un rapport compliqué à la nature, à la fois une nature que l'on voit comme ressource et à la fois une nature que l'on voit comme une source finalement de biens immatériels, qu'ils soient esthétiques, spirituels, et en même temps une course capitaliste, productiviste, extractiviste à l'accumulation des biens, à la surconsommation, eh bien on se rend compte qu'il y a une incompatibilité. Du coup, de plus en plus, aujourd'hui, on associe au souci pour la nature et aux soins qu'on veut lui prodiguer la nécessité de repenser de façon assez fondamentale nos modes de consommation. Mais peut-être pour s'attribuer à nous-mêmes des limites qui sont les limites écologiques de la planète. C'est un horizon qui s'ouvre peut-être pour un rapport plus pacifié à la nature. En pensant sa protection, peut-être qu'on va aussi penser notre reconnexion au milieu naturel. La longue histoire occidentale de la nature, c'est pas une histoire linéaire où on aurait une succession comme ça de la nature ressource, puis patrimoine naturel, puis biodiversité, et puis chaque séquence qui terminerait la suivante. En fait, toutes ces conceptions de la nature, elles s'alimentent mutuellement, elles se recoupent, elles se recouvrent, et donc à chaque fois, il faut se dire qu'on a des ressources aussi pour aller puiser dans l'histoire profonde de notre relation au monde, aux autres qu'humains, à la nature, des imaginaires, des narrations, des récits qui permettent de penser à la fois notre dépendance, à la fois notre émerveillement et à la fois l'autonomie de la nature et le fait qu'elle précède les sociétés humaines, peut-être qu'elle leur survivra également. Éléments à retenir. Notre rapport à la nature est un rapport complexe, mais on a dans l'histoire de l'Occident cette extériorité, cette impression que les humains ne font pas partie de la nature, et c'est peut-être une partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les représentations sur la nature, le climat et les liens entre climat et nature sont propres à chacune, chacun. Ils témoignent à la fois d'héritages importants, mais aussi d'évolutions conceptuelles récentes. Les représentations des relations entre les sociétés et la nature ont évolué dans le temps et elles continuent de se transformer, changeant notre façon de percevoir et de résoudre les problèmes écologiques, transformant nos relations au reste du vivant et à la nature. Dans les sociétés occidentales, les individus ont encore bien souvent tendance à se considérer comme en dehors de la nature, mais ce positionnement très anthropocentré reste questionné, problématique et sans cesse sujet à réinvention.